Merci. Alors d'abord, j'aimerais remercier Orit qui m'invite dans le cadre de la mairie d'Ashdod et des activités qui sont données par la mairie pour les francophones à donner cette conférence. C'est la deuxième année que je donne cette conférence sur le crédit immobilier en Israël et en effet, je trouve ça extrêmement important d'accompagner les nouveaux arrivants en Israël dans leur démarche d'achat, de compréhension du système israélien. Et donc, c'est un vrai plaisir d'être là et merci beaucoup, Orit, et à toute la mairie d'Ashdod de m'avoir invitée. Et Caroline, qui est aussi présente parmi nous. Et Caroline Chetrit aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais commencer par dire quelques mots pour me présenter et puis après, j'ai en fait préparé une présentation un peu synthétique de toutes les règles de la prise de crédit immobilier en Israël. Donc, je vais passer sur plusieurs sujets, à la fois les montages financiers, les règles d'apport personnel, les astuces pour avoir le meilleur crédit possible. Et puis, vers la fin, on fera un question-réponse pour savoir si je peux répondre à des questions plus précises qui vous préoccupent. Alors, je m'appelle Judith Kahn. J'ai fait mon alia il y a 30 ans. Je suis venue en Israël à l'âge de 18 ans. Je suis venue étudier à l'Université hébraïque l'économie. Et aujourd'hui, en fait, je fais deux choses en parallèle. Je suis à la fois professeure d'économie et de finance en académique. Donc, je suis en fait professeure à l'université, au Technion, à la Michlala Hadassah de Jérusalem. Et je suis aussi courtier en crédit immobilier et formatrice de courtiers francophones en crédit immobilier aussi. Donc, je fais en fait toutes ces choses-là. Je trouve très important pour moi d'accompagner justement les Olim dans leur démarche parce que moi-même, quand je suis arrivée, que j'ai voulu acheter une maison, j'ai compris que le système israélien était tout à fait différent du système francophone. Donc, c'est en fait le but de cette présentation, de vous expliquer quelles sont les différences et comment est-ce qu'on arrive à naviguer sans prendre trop de risques dans tout ce mode-là qui est le mode de prise de crédit en Israël. Donc, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer la présentation que j'ai préparée. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui d'apport. Judith, excuse-moi. Est-ce que c'est que moi, ça grésille? Je ne t'entends pas très bien. Est-ce que c'est que mon portable ou tout le monde entend bien? Si c'est que moi, ça va? Moi, j'entends très bien. Chez moi, ça grésille pas. Ok, alors c'est moi. Merci, Caro. C'est bon, alors on continue, pardon. D'accord. Si vous ne m'entendez pas, dites-moi, peut-être que je peux changer de lieu et améliorer. Mais si tout le monde entend, ça va. Moi, j'entends. Non, on continue, excuse-moi. Moi, j'entends aussi, ouais. D'accord, parfait. On y va, merci. On y va. Alors, j'ai décidé en fait, on ne peut pas en une heure aborder tous les sujets, mais j'ai décidé de parler d'abord de l'apport personnel pour qu'on puisse savoir à quel prix est-ce qu'on peut acheter en fonction de l'argent qu'on a mis de côté. Ensuite, parler du montage financier avec tous les volets existants sur l'économie israélienne, toute la possibilité, le large éventail de crédits que l'on peut prendre. Et puis, bien sûr, puisqu'il s'agit d'Olim Khadashim ou de résidents étrangers, quels sont les avantages pour les Olim, à quoi il faut faire attention, à quoi est-ce qu'on a le droit. Et puis, vers la fin, on parlera de stratégies qu'il faut mettre en place pour essayer de réduire au maximum son crédit, le coût total de son crédit. Alors, on va commencer par la question de l'apport personnel. Sur l'apport personnel, on a plusieurs règles et ces règles-là, ce sont des règles qui sont fixées par la régulation de la Banque d'Israël. Donc, vous avez des règles ou une réglementation qui est destinée aux Israéliens et une réglementation qui est destinée aux résidents étrangers. Quand il s'agit d'un Israélien qui achète sa première maison en Israël a le droit à un maximum de 75% de financement. Ça veut dire que si vous achetez votre premier bien en Israël et que vous avez la citoyenneté israélienne, si vous achetez un bien d'1 million, vous devez arriver avec 250 000 shekels d'apport personnel et vous pourrez obtenir de la banque 750 000 shekels de financement de crédit immobilier. Ça, c'est s'il s'agit de votre première maison, de votre premier achat en Israël. C'est le plus haut taux de financement qui existe en Israël. Par contre, si vous êtes israélien, mais vous avez acheté un appartement et vous l'avez vendu, et il s'agit maintenant de votre deuxième achat en Israël qui va rester votre seul bien, parce que vous avez vendu votre premier bien et vous allez en racheter un autre dans lequel vous allez vivre. À ce moment-là, vous avez le droit qu'à 70% de financement. Okay, ça veut dire que c'est uniquement pour le premier bien que vous pouvez aller jusqu'à 75%. Pour un second bien, même si vous avez vendu le premier, vous n'avez le droit qu'à 70% de financement. Et la troisième règle, c'est que si vous voulez acheter un deuxième appartement pour en avoir des revenus locatifs,
à ce moment-là, vous êtes limité à 50% de financement. C'est-à-dire que si vous voulez être propriétaire de 2 biens, sur le premier bien, vous pourrez avoir 75%. Sur le deuxième bien, vous pourrez avoir uniquement 50% de financement. Ça, c'est pour tous ceux qui ont la nationalité israélienne. Maintenant, s'il s'agit de Français, de résidents étrangers, pour tous les résidents étrangers, le maximum de financement possible est de 50%. Okay, là, il n'y a pas de loi différente. Ça veut dire qu'un Français qui veut acheter un bien en Israël a le droit de prendre un crédit auprès d'une banque israélienne, mais il pourra prétendre qu'à 50% de financement, donc il devra arriver avec 50% d'apport personnel. Voilà, ça c'est la première règle qui concerne l'apport personnel. Alors, si on n'a pas assez d'apport personnel, est-ce qu'il y a des solutions? Il y a plusieurs solutions. Première solution, prendre un prêt à la consommation. Ça veut dire que si vous avez besoin de 250 000 shekels pour acheter une maison et que vous n'avez que 150 000 shekels, vous allez pouvoir compléter avec un prêt à la consommation. Simplement, ce que je signale tout en bas de cette feuille-là, c'est qu'il faut faire attention aux revenus. C'est-à-dire que la banque va vouloir calculer aussi votre capacité d'endettement. Donc, si vous avez pris un prêt à la consommation, ça va amputer sur votre capacité d'endettement. C'est-à-dire que si vos revenus sont très élevés, eh ben, le prêt à la consommation ne va pas vous gêner à obtenir le crédit. Mais si vous avez des revenus relativement bas, eh ben, on va déduire de vos revenus la somme de remboursement du prêt et donc vous aurez des revenus un peu moins importants. Donc, c'est une solution, pas pour tout le monde, tout dépend du niveau de revenu du foyer. La deuxième solution, c'est l'hypothèque d'un autre bien. Alors, il y a eu une réforme qui a été faite par la Banque d'Israël le 6 octobre dernier. Avant le 6 octobre, on pouvait hypothéquer un bien pour en acheter un deuxième. Maintenant, la Banque d'Israël a limité cette possibilité-là, sauf s'il s'agit d'un bien qui est hypothéqué par les parents pour aider les enfants à acheter leur maison. Ça reste possible. Ça veut dire que si vous êtes un couple de parents et que vous avez une maison qui vous appartient, sur laquelle vous n'avez pas de crédit immobilier, vous pouvez hypothéquer votre maison, obtenir sur l'hypothèque de votre maison l'apport personnel qui manque à vos enfants pour qu'ils puissent, eux, acheter une maison à hauteur de 75%. Et donc là, on arrive à avoir un financement en fait à 100%, puisque les parents vont prendre 25% sur leur résidence principale, les enfants vont prendre 75% sur la résidence achetée. Donc, entre les deux familles, on arrive à avoir 100% de financement. La troisième solution, c'est aussi des solutions qui ont été mises en place par la Banque d'Israël ces dernières années. Ce sont des prêts hors bancaires. Ça veut dire que c'est uniquement les banques qui sont soumises à la régulation de la Banque d'Israël. Mais il y a des organismes financiers qui ne sont pas bancaires. Vous avez des compagnies d'assurance, comme la compagnie Clal, comme la compagnie Ayalon. Vous avez des compagnies qui sont des compagnies privées, comme Taria, comme Credito, qui vont donner des prêts jusqu'à hauteur de 90% de financement. Il faut savoir que c'est possible. Simplement, comme il s'agit de compagnies d'assurance, elles vont facturer le crédit immobilier beaucoup plus cher. Donc, ce n'est pas impossible, c'est plus cher. Ce crédit immobilier qui aurait été donné à hauteur de 90% par une banque d'assurance va pouvoir être plus tard racheté dans le cadre d'un crédit bancaire. Ça veut dire qu'on peut aussi faire ça comme une phase de passage. Ça veut dire qu'il nous manque 20%, on va acheter une maison en utilisant les crédits d'un système hors bancaire. Et quand la maison aura pris un peu plus de valeur ou que nos revenus auront augmenté, on pourra racheter ce crédit, obtenir de meilleurs taux et repasser sur un crédit bancaire. C'est possible aussi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur le chat. Oui, et est-ce qu'on pourrait utiliser ces crédits-là pour en faire l'apport finalement des 30%? Oui, ben, en fait, c'est ce que font ces compagnies-là. C'est-à-dire que ces compagnies-là vont compléter, si vous voulez, l'apport personnel qui vous manque. Que vous pouvez il y a aussi un nom, vous avez un site où on peut trouver ces noms-là? Alors, il y a beaucoup de compagnies qui existent. Je n'ai pas écrit sur le site le nom des compagnies qui existent. Alors, vous avez toutes sortes de taux d'intérêt, mais les grosses compagnies qui font ça, ce sont d'abord les compagnies d'assurance. Donc, vous pouvez aller voir Harel, vous pouvez aller voir Ayalon. Okay, il y a des crédits qui sont donnés par Harel et Ayalon. Et il y a deux autres compagnies qui sont de nouvelles compagnies qui s'appellent Taria et Credito, qui sont aussi des compagnies qui donnent ce genre de crédit. Donc, si vous cherchez sur Internet ces noms-là, il n'y a aucun problème, vous trouverez. Simplement, il faut savoir que ce sont des taux beaucoup plus élevés que la moyenne. C'est-à-dire que si je vous donne simplement un ordre d'idée, les taux moyens de l'économie israélienne, si je fais une moyenne pondérée entre les fixes et les variables, on en parlera un petit peu plus tard. Si le taux moyen est aux alentours de 3,5%, dans ces organismes-là, vous allez payer entre 5 et 11%.
Okay. Tout dépend du niveau de risque. Ça veut dire que ces compagnies-là vont aussi, par exemple, donner des crédits à des familles qui sont interdits bancaires, qui ont eu un dépôt de faillite. Donc, c'est pour ça qu'on peut arriver à 11 ou 12%. Ce sont des compagnies d'assurance qui vont donner des crédits à tout le monde en fonction du niveau de risque, en fonction du nombre du niveau des revenus, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a une très large branche, si vous voulez, de taux d'intérêt possible, entre 5 et 11%, des fois même 12%, tout dépend du cas de figure. Mais des fois, ça peut nous sauver. Parce que si on a une famille qui a déjà signé un contrat d'achat, qui a déjà déposé un apport personnel de 600 ou 700 000 shekels et qui a d'interdit bancaire, parce qu'elle ne pensait pas qu'elle ne pourrait pas obtenir le crédit, eh bien, il vaut mieux avoir un crédit à 11% et ne pas annuler la transaction plutôt que de rester bloqué sur une affaire pareille. Donc, il faut savoir que ça existe. C'est hors bancaire, c'est plus cher, mais ça peut résoudre certains problèmes. Ok. Alors, il y a Brami qui a écrit « Est-ce que le bien peut être en dehors d'Israël ?» Alors non, il faut que le bien soit en Israël. C'est-à-dire que les banques israéliennes vont prêter de l'argent uniquement si le bien est en Israël. Okay, donc, vous pouvez éventuellement prendre un crédit sur une maison existant en Israël pour acheter un bien hors d'Israël, mais le bien hypothéqué doit forcément être en Israël. Et une autre question. Allez-y. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord aller voir ces organismes-là pour savoir jusqu'à quel montant on peut se faire prêter plutôt que de commencer à regarder les appartements et de se retrouver dans la situation dont que vous avez évoquée, c'est-à-dire de se retrouver complètement coincé où on ne peut pas prendre de prêt? Est-ce qu'on peut aller les voir en leur disant, voilà, on a tel budget, on a tel revenu, on pourrait mettre tant? Est-ce que c'est jouable? Et d'avoir au moins un accord de principe des banques, ou en tout cas des organismes de financement de prêt. Alors, je vais vous répondre deux choses. D'abord, on peut tout faire en parallèle. Ça veut dire qu'on peut déposer une demande de prêt dans une institution bancaire normale, classique, et aussi auprès d'une institution non classique et voir quels sont les pourcentages de financement qui nous sont proposés par les deux institutions. Maintenant, moi, ce que je recommande de faire pour avoir les meilleurs taux possibles, c'est de d'abord déposer une demande auprès des banques. Ça veut dire que vous avez déjà 70% de financement auprès de la Mizrahi, parfait. Il vous manque 20%, eh bien, prenez uniquement 20% chez Crédito. Vous n'allez pas prendre tous les 90%. Et à ce moment-là, Crédito sera inscrit en deuxième position sur votre hypothèque. Ça veut dire que la Mizrahi ne retoquera pas parce qu'on n'aura pas l'apport. Non, parce que ça veut dire, si Crédito s'inscrit en deuxième position, ça veut dire que si par hasard, vous ne remboursez pas votre crédit et que la maison doit être saisie, la Mizrahi reçoit d'abord toute sa somme et en deuxième position, Crédito. C'est pour ça que la Mizrahi est d'accord de faire ce genre de transaction. Ça, c'est la première chose que m'éveille votre question. Mais il y a un autre aspect qui est aussi important dont il faut parler, c'est qu'en Israël, les contrats d'achat ne sont pas conditionnés à l'obtention d'un crédit. Okay, il y a très peu de vendeurs qui sont prêts à mettre cette clause-là de sécurité, ce qui est extrêmement courant en France parce que les vendeurs veulent vendre très rapidement leurs biens et donc ils ne vont pas attendre que vous fassiez un dossier, que ça dure 2 ou 3 mois et puis finalement vous leur dites non, je n'ai pas l'argent. Donc, en fait, il est très difficile d'avoir un contrat qui va être conditionné à l'obtention d'un prêt. C'est pour ça que la première recommandation que vont vous donner soit des courtiers, soit des avocats, c'est obtenez d'abord un accord de financement avant de signer un contrat d'achat. Vérifiez avec la banque que vous avez les capacités d'endettement, sinon vous risquez de vous compliquer la vie. Et un accord de principe de financement, c'est quelque chose qu'il faut absolument obtenir même avant la signature d'une promesse de vente. Parce qu'en Israël, ce qui s'appelle un zichron dvarim, une promesse de vente, ça a la valeur juridique d'un contrat. C'est exactement la même chose. Vous êtes en rupture de contrat si vous n'avez pas eu le financement. Donc, ne signez rien sans avoir un accord de financement bancaire. Et d'ailleurs, si vous avez un bon avocat, il vous le dira. Pardon. L'accord, il est valable. Il a une durée de validité, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans Ce serait très bien, Élodie. On aimerait bien que ça dure 3 mois, 6 mois, 1 an. L'accord, il dure 3 semaines. À 3 semaines. Alors, mais je vais vous expliquer si vous voulez. Les taux qui sont indiqués sur l'accord ne sont valables, ne sont maintenus que pendant 3 semaines. Maintenant, ce que la banque a fait, c'est essentiellement une vérification de vos capacités d'endettement. Donc, cet accord-là est valable pour 3 semaines et il est prolongeable de 3 semaines en 3 semaines. Maintenant, il peut être prolongé simplement par un envoi de mail ou un numéro de téléphone en disant je n'ai pas encore concrétisé mon argent, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous avez essayé de le prolonger 3 fois, la banque va redemander des justificatifs de revenus pour savoir que votre situation ne s'est pas détériorée. Mais au niveau des taux d'intérêt qui ont été inscrits sur cet accord de principe, ils n'ont plus aucune valeur parce que les conditions de l'économie ont changé. Donc, mais si vous voulez, ce n'est pas important. Avant de signer un contrat, il faut savoir que vous avez la capacité d'endettement, donc vous avez un accord de financement, quels que soient les taux inscrits sur cet accord-là. Et au moment où vous avez signé votre contrat et vous savez quel est l'échéancier de paiement, à ce moment-là, vous faites la négociation de taux.
Parce que là, ça vaut le coup puisque vous savez exactement à quel moment vous devez libérer les fonds. D'accord, ok, super. Mais d'accord. Mais c'est un peu à l'envers comme système, parce que finalement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on suppute qu'on puisse rembourser tant pour aller voir la banque pour leur dire voilà, prêtez-moi, est-ce que vous pouvez me prêter jusqu'à tant, alors que finalement, ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on sait combien coûte le bien et à ce moment-là, combien on a besoin. Là, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire de dire ben voilà, moi, j'ai besoin de temps à la banque, est-ce que vous me prêtez? Ils vous disent oui, on continue avec ces organismes d'assurance. Et ça permet d'avoir, en fait, ça permet de se créer son budget comme ça, un peu à l'envers finalement. À l'envers du système français. C'est un système différent. Ça. Voilà, c'est un système différent. C'est vrai que quand on arrive de France avec nos conceptions françaises, on ne comprend pas comment ça marche. Et c'est pour ça que moi, par exemple, dans le cadre du conseil que je donne aussi des conseils pré-achat. Ça veut dire que j'ai beaucoup de couples qui viennent me voir et qui me disent mais je veux chercher un bien, mais combien est-ce que je peux me permettre? Quel accord bancaire va pouvoir tomber? Est-ce que j'achète à 2 millions, à 2,5 millions, à 3 millions? Est-ce que j'ai la capacité d'endettement? Et donc, moi, comme je connais les règles, je m'assois 1 heure avec eux, je fais l'analyse de leurs revenus et de leur rapport personnel et je leur dis, vous pouvez acheter un bien entre 2,7 millions et 2,7 millions. Et à ce moment-là, ils cherchent dans cet ordre-là et quand ils ont trouvé le bien, en 48 heures, on a un accord de financement parce qu'on veut toujours se réserver la sécurité que l'accord est bien donné par une banque avant qu'ils signent leur contrat d'achat. Mais oui, il faut faire une étude de marché pour savoir ce qu'on est capable d'acheter. D'accord. Et ça se fait avec qui? Avec des conseillers privés. D'accord. Enfin, mais si vous voulez, je peux vous expliquer les règles de base. On va en parler. On pourra même faire une simulation si vous voulez vers la fin. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, les règles ne sont pas très, très compliquées. Il faut simplement bien comprendre comment ça fonctionne. Super. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer donc au montage financier. On va parler de différents montages financiers existants. Et là aussi, vous allez voir que c'est très, très différent du système français. Alors, un prêt israélien peut être composé d'autant de volets que vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez, sur 1 million de shekels empruntés, décider que vous prenez 100 000 shekels à l'euro, 100 000 shekels au yen japonais, 200 000 shekels au taux directeur de la Banque d'Israël, 350 000 shekels qui vont être indexés à l'inflation. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire le montage que vous voulez. Et puisque vous avez tellement de choix, tout le monde est embrouillé et plus personne ne sait comment faire. Donc, quand on choisit les volets, il faut prendre en compte qu'il y a 2 facteurs de risque possibles. Et il y a une énorme différence entre la mensualité de départ et en fait la mensualité qui va évoluer tout au long du crédit. Parce qu'en Israël, les taux ne sont pas fixes. Donc, les facteurs risques à prendre en compte, c'est d'abord le taux d'intérêt. Est-ce que le taux d'intérêt est fixe ou est-ce qu'il est variable? Si on parle des taux d'intérêt, on a des taux d'intérêt qui vont varier de très court terme. Alors, on a 2 taux variables qui sont variables de court terme. On a le prime. Vous avez certainement entendu parler du prime. Qu'est-ce que c'est que le prime? Le prime, c'est le taux directeur de la Banque d'Israël, plus une marge fixe d'1,5%. Donc, aujourd'hui, le taux directeur de la Banque d'Israël est à 0,1%, ce qui fait que le prime est à 1,6%. Maintenant, ce prime, il peut changer tous les mois et demi, puisqu'il y a un comité monétaire qui se rencontre à la Banque d'Israël une fois tous les mois et demi et qui peut décider de changer ou de ne pas changer le taux directeur. Et donc, à chaque fois que la Banque d'Israël change son taux directeur, que ce soit en l'augmentant ou en le baissant, ceux qui ont pris un crédit indexé au prime vont voir leur mensualité soit augmenter, soit baisser. Donc, c'est une variabilité de court terme parce que potentiellement, le prime peut changer une fois tous les mois et demi. À part le prime, vous pouvez prendre aussi un taux qui va être un taux variable qui va être basé sur le Libor euro. Et généralement, ce qui est utilisé en Israël, c'est le Libor euro variable tous les 3 mois. Donc là, si vous voulez, vous allez avoir une variabilité tous les 3 mois de ce taux-là. Ça, ce sont les taux variables. Maintenant, vous avez aussi des taux variables de long terme. Qu'est-ce que ça veut dire des taux variables de long terme? Ça veut dire que vous pouvez prendre un prêt qui va varier une fois tous les 2 ans et demi, ou une fois tous les 5 ans, ou une fois tous les 7 ans, ou une fois tous les 10 ans. Et là, ça veut dire que la banque va fixer le taux pour la période décidée, disons 5 ans, c'est le plus courant. Et pendant 5 ans, votre taux ne va pas bouger, mais une fois tous les 5 ans, vous allez avoir un changement de taux qui va être calculé en fonction du taux moyen de l'économie israélienne qui est publié par la Banque d'Israël. Donc, le changement n'est pas subjectif, il n'est pas dépendant du bon vouloir de la banque, il est dépendant d'une valeur objective extérieure à la banque, mais tous les 5 ans, il va changer. Donc ça, ce sont pour les taux qui sont les taux variables, soit court terme, soit long terme. Et donc, vous pouvez décider si vous voulez un prêt à taux variable ou un prêt à taux fixe. Si vous avez fixé un prêt à taux fixe, vous avez un prêt qui va rester au taux fixe tout au long des 30 ans. Si les taux de l'économie baissent, vos taux à vous ne baisseront pas.
Ça, c'est la première valeur risque, la première variable risque. La deuxième variable risque, oui, allez-y, Aurélie. Excuse-moi, j'avais une petite question. Quand tu parles de 5 ans, est-ce que c'est pour ça que la banque conseille, avant le 5e anniversaire du crédit, de venir revoir son crédit, renégocier son crédit? C'est lié à ce que tu viens de dire? Alors, en général, pas seulement la banque, moi, je conseille aussi une fois tous les 5 ans de faire une réévaluation de son crédit. Il ne faut vraiment pas penser qu'un crédit immobilier, ça se prend pour 30 ans et qu'on oublie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'abord, les capacités de remboursement changent au cours de la vie, c'est-à-dire qu'on avance sur notre carrière, on a des revenus différents qui peuvent augmenter, qui peuvent descendre, et ça va influencer les taux d'intérêt qu'on a obtenus. Et ensuite, les prix de l'immobilier augmentent extrêmement rapidement en Israël. Donc, la valeur du bien va augmenter. Et si la valeur du bien a augmenté, eh ben, votre crédit par rapport à la valeur du bien, proportionnellement, il est moins important. Donc, vous avez moins de risques, donc vous allez obtenir de meilleurs taux. Ça veut dire que plus votre taux d'endettement est bas, meilleurs seront les taux que vous obtiendrez. Okay? Et il faut savoir que dans le système israélien, vous avez deux marges très importantes. Ça veut dire que si vous êtes endetté à moins de 45% de la valeur de la maison, vous allez avoir les meilleurs taux sur le marché. Entre 45 et 60%, ce sont les taux moyens. Au-dessus de 60% de financement, ce sont les taux les plus élevés. Donc, disons que vous avez acheté à 70% de financement. Mais au bout de 10 ans, votre maison, elle a pris tellement de plus-value et puis vous avez remboursé une partie du prêt que vous n'êtes plus qu'à 58%. Eh bien, vous tombez dans une autre tranche de taux. Et donc, vous allez pouvoir renégocier et avoir de bien meilleures conditions. C'est pour ça qu'on Et donc, combien de temps avant les 5 ans? Excuse-moi, combien de temps avant les 5 ans? Ce n'est pas forcément 5 ans. 5 ans, c'est aléatoire, si vous voulez. Ça peut être une fois tous les 4 ans, tous les 6 ans, ce n'est pas obligatoire. Ah, okay. Par contre, quand on parle d'un volet qui va être variable tous les 5 ans, eh bien, une fois tous les 5 ans, vous allez avoir un changement de la variable taux d'intérêt. Et là, oui, vous avez exactement une porte de sortie très précise, puisque la banque va vous envoyer un courrier. Elle va vous dire, le 1er février 2022, votre taux va changer. Il va changer à tel numéro, à tel taux. Et donc, si vous ne réagissez pas, ben, vous acceptez le nouveau taux. Si vous réagissez, eh ben, vous renégociez ou vous dites, je ne veux plus de l'indexé, je veux du Libor, je veux du Prime. Et donc là, vous avez, oui, un moment très précis pour intervenir. Ok, merci beaucoup. Super, merci. Ouais. Alors, on a parlé de deux facteurs risques. Donc, on a dit le premier facteur risque, c'est est-ce que je veux que mon taux soit variable, oui ou non? Et le deuxième facteur risque, c'est est-ce que je veux que mon crédit soit indexé ou non à l'inflation? Okay, donc, à l'indice des prix à la consommation. Ça, ce sont deux choses différentes. Ça veut dire qu'on peut décider que les taux soient fixes, mais qu'ils soient indexés à l'inflation. Ou on peut décider que les taux soient variables et qu'ils soient aussi indexés à l'inflation. Ce sont deux choses qu'il va falloir décider. Alors, je vais vous montrer un petit peu où on en est au niveau des variables. Aujourd'hui, alors c'est écrit en hébreu, je ne sais pas si tout le monde comprend, mais je vais aller de droite à gauche et je vais vous expliquer quelles sont les variables qui sont indiquées sur cette présentation-là. Vous avez le taux de la Banque d'Israël qui est à 0,1. Donc, le prime, on a dit que c'était 1,5% plus le taux de la Banque d'Israël, il est à 1,6. Vous avez l'indice de prix à la consommation. Si vous prenez un prêt indexé, il va être indexé à l'indice de prix à la consommation. Donc, l'indice de prix à la consommation ce mois-ci, qui était le mois de novembre, le dernier mois, il était de 0,1%. Depuis le début de l'année, il a augmenté de 2,6%. Ça veut dire que si vous avez pris un prêt indexé sur l'année, okay, disons l'année 2021, vous l'avez pris à 2%. Si vous l'avez pris indexé, on va vous rajouter 2,6% d'inflation. Donc, 2 plus 2,6, ça vous fait 4,6. Okay, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Maintenant, l'inflation est un peu élevée aujourd'hui parce qu'on est à une période post-corona où la demande a repris. Si on regarde l'inflation de l'année d'avant, elle était seulement à 2,3. Okay, mais il faut savoir que quand vous prenez un prêt qui est un prêt indexé, on va vous rajouter l'indexation à votre taux d'intérêt. Donc, ça rend le prêt beaucoup plus cher. Quand vous allez commencer à rembourser ce prêt au niveau des mensualités, vous êtes à des mensualités basses. Mais au fur et à mesure de l'année et des années qui vont passer, eh bien, puisque vous rajoutez l'inflation, tout va être indexé à l'inflation. Le principal qui vous reste à payer, les mensualités. Et donc, c'est pour ça qu'on a des gens qui ont payé un crédit pendant 5 ans et qui se retrouvent au bout de 5 ans à rembourser exactement la même somme. Pourquoi? Parce que leur prêt était indexé. Ou des fois, même pire, ils peuvent se retrouver avec une somme plus importante à rembourser que ce qu'ils ont pris. Pourquoi? Parce qu'il se peut que l'inflation est montée à 4%. Et donc, tout le million de shekels qu'ils ont pris a été indexé, on lui a rajouté 4%. Oui, c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux d'indexer ses prêts à l'inflation. Et alors, après, vous avez le dernier index que j'ai présenté là, c'est l'index
de construction, en fait, des matériaux de construction. Alors, lui aussi, c'est un index qui va changer en fonction du prix des matériaux de construction. Et ça, c'est un index qui va concerner essentiellement ceux qui achètent en fait du neuf. Parce que quand vous achetez un projet neuf, on va vous donner un prix de vente, mais le prix de vente va être indexé à l'indice de construction. Et donc, si le projet va vous être livré dans un an et que dans un an, vous devez payer 1 million sur le projet, ben, vous n'allez pas payer exactement 1 million, vous allez payer 1 million plus le taux d'indice de construction. Et là, on parle d'un indice de construction qui est à 4,7% depuis le début de l'année, ce qui est extrêmement, extrêmement élevé. Donc, extrêmement cher. On n'a jamais eu d'années aussi importantes. Si on prend les 12 derniers mois, on est à 5,1%. C'est-à-dire que vous avez acheté un bien, vous devez débourser 1 million, et bien au bout d'un an, vous devez débourser 1 million plus 5%, ce qui est très important. Alors, quand on parlera des stratégies, je vous expliquerai ce qu'on peut faire pour éviter de payer l'indice de la construction. Maintenant, regardons un petit peu ces variables-là. Est-ce qu'il y a un vrai risque de changement de variabilité, oui ou non? Là, ce que vous voyez, c'est la tendance du prime. Alors, je vous ai dit, le prime, c'est un taux qui peut varier une fois tous les mois et demi. Mais si on regarde la tendance, vous voyez que depuis mars 2020, il n'a absolument pas bougé. Il est resté à 1,6%. Et si on regarde ce qu'il y a eu avant, il a été aussi extrêmement stable. C'est-à-dire qu'il n'y a que pendant le début de la corona que la Banque d'Israël a descendu son prime. Donc, en fait, le prime, ça reste une variable qui n'a pratiquement pas bougé depuis 4, 5, 6 ans. Donc, elle n'a fait en fait que dégringoler. C'est vrai que si on regarde les valeurs du prime dans les années 2008-2009, on était au-dessus de 5%. Mais là, on se trouve dans un environnement, si vous voulez, un contexte économique où le prime est extrêmement, extrêmement stable. Là, je vous montre l'évaluation des taux d'inflation. Donc, vous voyez que c'est en dents de scie, mais qu'on se trouve à une inflation positive en fait depuis janvier 2021. Donc, on comprend pourquoi en fait les prêts indexés vont augmenter, les mensualités vont augmenter. Donc, vous voyez ici mois par mois l'évolution des taux d'inflation. Donc, si par exemple on prend le mois de juillet 2021, eh ben, vous avez une augmentation de 0,4%. Ça veut dire que automatiquement, le mois qui suit, en août, votre mensualité va augmenter de 0,4%. Donc, des fois, les clients ne le sentent pas parce que tous les mois, vous allez avoir votre crédit immobilier qui va augmenter de 12 shekels, de 14 shekels, de 15 shekels. Mais quand vous regardez sur 30 ans, eh bien forcément, vous rajoutez ces sommes-là à vos mensualités tous les mois. On voit en fait des mensualités qui sont des mensualités grimpantes. OK. Et là, vous avez en fait, si vous voulez, les taux d'intérêt moyens. Alors, on a parlé de taux d'intérêt qui pouvaient être soit indexés, soit non indexés. Ce que je vous montre ici, c'est les taux qui sont les taux non indexés. Alors, forcément, si vous prenez des taux qui ne sont pas indexés, ils vont être plus chers que les taux indexés. Et ce tableau-là, je l'ai pris de la Banque d'Israël. C'est-à-dire que c'est une valeur qui est tout à fait objective, qui est publiée dans l'économie israélienne. C'est facile de l'obtenir. Et je voudrais vous montrer deux choses, parce qu'on va parler plus tard de la stratégie. Si vous regardez la première ligne, on va parler des taux qui ont été les taux moyens de l'économie d'Israël sur le mois d'octobre 2021. Et vous avez plusieurs tranches. Ça veut dire que les taux vont en augmentant, plus la durée du prêt augmente. Ça veut dire que si je regarde la troisième colonne, entre 5 et 10 ans, il y a marqué en hébreu « Chamesh ad Eser Shanim ». Entre 5 et 10 ans, si vous prenez un prêt entre 5 et 10 ans, le taux non indexé est à 2,5%. Par contre, si vous prenez un prêt entre 10 et 15 ans, eh bien, le taux il est à 2,78. Et si vous le prenez sur 20 ans, ben, ça monte à 3,08, etc., etc. Plus la durée du prêt est longue, plus vous allez payer un taux d'intérêt fixe élevé. C'est pour ça que quand on prend un crédit immobilier, il faut essayer de réduire la durée au maximum, parce que vous allez y gagner deux fois. D'abord, vous allez avoir un taux d'intérêt plus bas, et ensuite, vous allez avoir moins d'intérêts cumulés à payer tout au long des années. Donc, il vaut mieux en fait essayer de réduire au maximum la durée du prêt. Ça, ce sont les taux qui sont des taux non indexés. Okay, alors, on va prendre par exemple le taux des 15-20 ans. Vous voyez que le taux moyen, si vous prenez un prêt sur 15-20 ans, est à 3,08. Maintenant, si vous choisissez de prendre de l'indexé, alors je regarde à nouveau les 15-20 ans, ils sont là, les 15-20 ans, et bien vous voyez que vous êtes à 2,36. Forcément, le taux qui va être indexé à l'inflation débute plus bas parce que vous allez rajouter à ça l'inflation. Et donc, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une mensualité plus basse.
Parce qu'à la place de payer 3,08, vous allez payer 2,36. Mais si à la fin de l'année, il y a 2% d'inflation, eh bien, en fait, vous aurez payé 4,36. Mais vous ne le savez pas au départ. Et ça, c'est un argument de vente extraordinaire pour les banques. Parce que quand elles vous donnent une proposition de crédit immobilier, si elles vous mettent un taux indexé, eh bien, elles vous donnent une mensualité de départ très basse. Et donc, vous allez penser que c'est extrêmement bien, que vous avez eu le prix le moins cher possible. Mais si vous n'avez pas compris que c'est indexé, par rapport à une autre proposition qui est beaucoup plus stable, qui ne va pas être indexée, vous allez commencer peut-être à rembourser 50 shekels de plus. Et bien, sur le remboursement cumulé sur toute la période, c'est forcément très, très différent. Et vous allez payer beaucoup plus cher sur cette formule-là que sur une autre formule. Dites-moi si ça va, si je n'ai pas été trop théorique, si c'est clair, si vous avez des questions. J'espère que je ne vous ai pas… J'espère que vous arrivez à me suivre. OK. Alors, on va continuer. Donc, on a dit qu'il y avait plusieurs formules. Si je veux évaluer le niveau de risque, eh ben, en fait, j'ai essayé de graduer, si vous voulez, les formules de la formule la plus sûre à la formule la plus instable. C'est sûr que la formule la plus sûre, c'est la formule classique française. La formule sur laquelle le taux va être fixe, non indexé. Maintenant, la formule la plus instable, c'est si vous prenez en fait les deux variables qui vont changer. C'est-à-dire que vous prenez à la fois un taux variable, par exemple un taux qui va changer tous les 2 ans et demi, et à la fois vous le prenez indexé à l'inflation. Alors là, vous prenez le maximum de risque parce que vous ne garantissez pas votre taux sur les 30 ans de votre prêt, et en plus, vous avez rajouté le facteur inflation à votre prêt. Donc forcément, ça rend vos remboursements beaucoup, beaucoup plus instables. OK. Depuis janvier 2021, essayons de penser en fait comment est-ce qu'on va faire notre montage de façon à payer le moins cher possible. Alors, depuis le 17 janvier 2021, ce que la Banque d'Israël nous oblige à faire, c'est de prendre un minimum d'un tiers de notre prêt à des taux fixes. Ça veut dire que comme tout ce qui n'est pas fixe n'est pas stable, la Banque d'Israël, pour protéger à la fois les clients et pour protéger les banques, décide qu'au moins un tiers de votre prêt doit être à taux fixe. Okay? Et ça vous permet en fait d'avoir un minimum de stabilité dans vos remboursements. Maintenant, ça ne vous empêche pas de prendre 100% de taux fixe si vous souhaitez. Maintenant, ce qui n'est pas fixe peut être pris à une variabilité de court terme ou de long terme. Donc, depuis le 17 janvier 2021, vous avez la possibilité de prendre jusqu'à 2 tiers de votre crédit à un taux variable de court terme, donc à du prime ou à du Libor. Okay, donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup d'Israéliens qui avaient l'habitude de prendre un tiers de prime, un tiers de variable tous les 5 ans, un tiers de fixe, qui sont passés en fait à 2 tiers de prime et seulement un tiers de fixe. Alors, quel est l'avantage du prime? Il y a une autre règle qu'il faudrait que je vous explique, c'est qu'on a souvent souci des pénalités de remboursement anticipé. En Israël, les pénalités de remboursement anticipé ne sont pas négociables. Ça veut dire que si vous devez payer des pénalités, vous ne pouvez pas avoir une réduction sur les pénalités de remboursement anticipé, même si vous faites un rachat de crédit. Donc, elles ne sont pas négociables et elles ne sont pas prévisibles à l'avance non plus. Parce que la pénalité de remboursement anticipé va être calculée sur la base de la différence entre le taux de crédit que vous avez contracté lorsque vous avez pris votre crédit et le taux de crédit du marché au moment où vous le remboursez. Et comme personne ne sait quel va être le taux au moment où vous remboursez, on ne peut pas calculer à l'avance la pénalité. La logique est comme ça. Si les taux d'intérêt augmentent, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas avoir de pénalité à payer parce que la banque va pouvoir revendre son argent plus cher. Par contre, si les taux de l'économie baissent, et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, eh bien, la banque, elle perd à ce que vous rachetez votre crédit ou à ce que vous le remboursez en avance. Donc, elle va vous dire, vous allez me dédommager sur la différence entre le taux d'intérêt auquel vous vous êtes engagé, disons 4%, et le taux du marché aujourd'hui de 3%. Vous allez payer 1% sur tout le solde de votre crédit. Et c'est comme ça que la pénalité de remboursement anticipé peut être extrêmement élevée. Et lorsqu'on parle du montage de financement, on hésite en fait entre prendre du taux variable ou du taux fixe. Il faut savoir que la pénalité de remboursement anticipé, elle n'existe que sur les taux fixes. Si vous avez pris du taux variable, vous ne vous êtes pas engagé à un taux. Donc, vous allez pouvoir rembourser tout ce qui a été pris à taux variable à n'importe quel moment sans aucune pénalité. C'est pour ça que les Israéliens font un montage qui va comprendre à la fois du variable et à la fois du fixe. C'est-à-dire que si je ne veux pas garder mon prêt 30 ans,
je veux pouvoir injecter 200 000 shekels de dividendes que je vais recevoir sur mon activité en France dans 5 ans. Si j'ai pris que du fixe, je vais être amené à devoir payer une pénalité de remboursement anticipé qui risque d'être importante. Tandis que si je me suis réservé un volet de 300 000 shekels de prime que je peux rembourser à n'importe quel moment sans aucune pénalité, eh bien, au moins, j'ai évité la pénalité. C'est pour ça que quand on fait un montage, le montage personnalisé est extrêmement important parce qu'il faut discuter avec chaque famille et savoir quelles sont ses intentions. Est-ce que c'est un prêt pour la vie? Est-ce qu'ils ont l'intention de vendre cette maison, d'en acheter une autre mieux et donc de rembourser ce crédit et d'en prendre un nouveau? Est-ce qu'ils ont des fonds, héritage, dividendes, augmentation de revenus, vente de biens en France qui vont devoir injecter dans le crédit actuel? Donc, comment est-ce qu'on fait cette programmation de façon optimisée pour qu'à la fin du compte, le client paye le minimum possible? C'est pour ça qu'il faut prendre, si vous voulez, tous ces éléments-là en compte. OK. Donc, on a parlé des montages. Je vais parler maintenant des olim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour les olim en Israël? Quels sont les avantages des olim Hadashim sur le dossier immobilier et sur le dossier crédit immobilier? Alors, la première chose, c'est la taxe d'acquisition. Vous savez que quand vous achetez une maison en Israël, vous êtes sujet à une taxe d'acquisition. Et en Israël, vous avez en fait 3 niveaux de taxation sur l'achat d'une maison. Vous avez une taxe d'acquisition qui est réservée à tous les Israéliens, donc qui concerne aussi les olim Hadashim. Et en fait, cette taxe-là vous dit que vous êtes dispensé de payer une taxe d'acquisition jusqu'à l'achat d'un appartement d'une somme de 1,7 million à peu près. Et après, vous avez des tranches. Vous avez la taxe d'acquisition sur un deuxième bien. Si vous êtes propriétaire d'un deuxième bien, vous allez devoir payer une taxe d'acquisition beaucoup plus élevée sur le deuxième bien qui commence à 8%. Et puis, vous avez les olim Hadashim qui ont une réduction sur la taxe d'acquisition. Maintenant, ce qu'il y a d'absurde, c'est que la réduction que les olim Hadashim ont, elle est moins intéressante que la taxe d'acquisition qui est donnée à tous les Israéliens sur l'achat d'un premier bien. Donc, en fait, ce qu'il faut faire avec la taxe d'acquisition d'olim Hadashim, c'est de ne pas l'utiliser sur le premier bien, puisqu'il vaut mieux bénéficier de la dispense de taxe d'acquisition jusqu'à 1,7 million. Et si vous avez l'intention d'acheter un deuxième bien, alors il vaut mieux réserver ces droits d'olim Hadashim pour l'achat du deuxième bien. Comme ça, vous ne serez pas imposé à 8%. Alors ça, c'est quelque chose que les avocats savent et qu'il faut aussi avoir en mémoire. On garde ces droits d'olim Hadashim pour l'achat d'un deuxième bien. Et la taxe d'acquisition qui vous revient en tant qu'olim Hadashim, elle est réservée que sur une période de 10 ans. Ça veut dire que si vous avez la programmation, si vous pensez acheter un deuxième bien qui va vous donner des revenus locatifs et que vous voulez bénéficier de cette remise de taxe d'acquisition, eh bien, il faut acheter le deuxième bien dans les 10 ans. Sinon, vous perdez cet avantage fiscal. Donc ça, c'est la première chose qui est réservée aux olim. La deuxième chose qui est réservée aux olim, c'est ce qui s'appelle le prêt zakaout. Alors, zakaout en hébreu, ça veut dire éligibilité. Et en fait, la zakaout, c'est quelque chose qui revient à tout Israélien, pas seulement aux olim Hadashim. Ce sont des fonds d'État. Okay, en fait, c'est l'État qui va prêter de l'argent aux particuliers pour les aider à acheter leur premier bien. Donc, vous pouvez obtenir un prêt zakaout uniquement sur le premier achat. Comment est-ce que ça fonctionne? D'abord, le prêt zakaout, il va être donné par l'État et ensuite, il va être subventionné par l'État. Ça veut dire que l'État va vous donner un prêt à 1,5% en dessous du taux moyen du marché. Donc, c'est avantageux. Ensuite, même s'il s'agit d'un taux fixe, ce prêt-là va être remboursable à tout moment sans aucune pénalité parce que c'est l'État qui vous met à disposition ces fonds-là et l'État ne fait pas des profits sur les citoyens. Donc, elle vous permet de rembourser ce prêt à n'importe quel moment. Elle prêtera cet argent à d'autres jeunes couples qui veulent acheter un appartement. Il faut quand même faire attention à ce que le prêt d'État, le prêt zakaout, il est toujours indexé à l'inflation. Okay, c'est-à-dire que je vous marque bien un prêt à taux fixe indexé à 1,5% en dessous du taux moyen du marché. Donc, ça va être quand même un taux qui va être subventionné, mais qui va être indexé à l'inflation. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est que ce taux-là, ou en tout cas ce prêt-là, va donner une certaine garantie aux acquéreurs. Pourquoi? Parce que au cas où une famille n'arrive pas à rembourser son prêt, elle a hypothéqué son bien et donc la banque a le droit d'expulser la famille pour récupérer le bien, le mettre en vente et récupérer son argent. Maintenant, à partir du moment où dans votre montage financier, vous avez un prêt zakaout, qui est un prêt d'État, eh ben, la maison n'appartient pas qu'à la banque privée, elle appartient aussi à l'État.
Et donc, pour faire une démarche d'expulsion de famille, il va falloir qu'un comité gouvernemental se rassemble et exige l'expulsion de la famille. Et d'abord, la bureaucratie en Israël est extrêmement lourde. Avant de réunir un comité gouvernemental, ça prend du temps. Et ensuite, généralement, ces comités-là essaient de freiner les banques. Ça veut dire qu'elles vont essayer de trouver un arrangement. Elles vont demander à reporter l'expulsion de 6 mois, d'1 an, histoire de voir si la famille peut quand même réussir à honorer son prêt. Donc, vous avez quand même une garantie qu'il y a une autre institution, qu'une institution gouvernementale, qui est investie dans votre prêt et qui va faire le maximum, si vous voulez, pour préserver vos droits et qui va aussi faire un petit peu freinage à la banque qui risque de vouloir récupérer son argent. C'est pour ça que moi, je dis en général, les prêts Zakaout au niveau financier pur, ils ne sont pas super intéressants. Prendre un prêt indexé à 1,5% en dessous du taux moyen du marché, si vous avez de beaux revenus, la banque, elle vous fera la même réduction. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de banques qui vont vous dire, laissez tomber la Zakaout. Donc, moi, quand je fais des dossiers de clients, les banques me disent toujours, mais pourquoi tu veux cette Zakaout? Nous, on te fait les mêmes prêts, on n'a pas besoin de déposer le dossier, d'attendre la Teuda de Zakaout, d'attendre l'argent de l'État, ça ira beaucoup plus vite si on s'en passe. Mais il faut savoir que c'est quand même une garantie pour le client. Donc, moi, je recommande toujours de prendre le prêt Zakaout. Élodie, vous avez une question? Oui, le prêt, il peut aller jusqu'à combien par rapport, est-ce que c'est un pourcentage de l'achat? Est-ce que c'est un taux, enfin, c'est un montant fixe? Alors, il s'agit d'un montant fixe. Justement, c'est ce que je vais vous expliquer dans les 2 slides qui suivent. Au niveau des taux, vous avez ici les taux de Zakaout en fonction du nombre d'années, parce que le prêt Zakaout, vous pouvez le prendre entre 10 et 30 ans. Vous pouvez choisir 25 ans, 20 ans, 15 ans. Et donc, vous avez en fait ce même tarif dégressif. Plus vous réduisez la durée de votre prêt, et bien, moins haut sera le taux. Vous voyez que ce sont des taux relativement avantageux. Il faut rajouter l'inflation. Mais par rapport à votre question, votre éligibilité va dépendre du nombre de points que vous avez accumulés. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est pour ça que le prêt Zakaout, il n'est pas réservé qu'aux Olim. Vous allez recevoir une somme fixe qui va être décidée par l'État en fonction du nombre de points que vous allez accumuler. Alors, comment est-ce qu'on accumule des points? Si on est Olim Khadashim, on a plus de points qu'un Israélien. Alors, est-ce que les 2 conjoints sont Olim? Est-ce qu'ils sont arrivés avec des enfants ou pas? Depuis combien de temps ils sont mariés? Est-ce que l'un des 2 a fait un service militaire, un service Léoumi? Combien de frères et de sœurs ont chaque conjoint? Ça veut dire que ce système d'éligibilité est destiné à aider les personnes qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire que si vous êtes issu de familles nombreuses, vous et votre époux, si vous êtes marié depuis 10 ans et que vous n'avez jamais acheté un appartement, si vous avez 5 enfants, si vous avez fait le service militaire et le Shirut Leumi, vous avez le maximum de points possibles, si en plus vous êtes Olim tous les 2, et donc vous allez avoir droit à une somme plus importante. Maintenant, ces sommes-là, elles ne sont pas extraordinaires. Je vais vous montrer le tableau. Okay, c'est ce qui a été pris du ministère du Logement. Et vous voyez que le maximum de points, c'est 2200 points. Et la somme maximale qui va vous être prêtée dans le cadre de la Zakaout, c'est 161 000 shekels, 665 shekels. Okay, donc, c'est une petite goutte d'eau. Aujourd'hui, la mashkanta moyenne en Israël est de 800 000 shekels. Mais, moi, je dis toujours, prenez votre Zakaout. Okay, prenez vos 161 000 shekels à taux subventionné d'État sur toute la durée du prêt. C'est une garantie, c'est dommage d'y renoncer. Je trouve que c'est vraiment dommage. Judith, et c'est auprès de qui qu'on demande ce prêt Zakaout? Alors, il faut en fait demander une Teuda de Zakaout, okay, et ça se fait par le biais de la banque. Ça veut dire que quand vous avez choisi auprès de quelle banque vous voulez traiter, avec quelle banque vous voulez prendre votre crédit immobilier, c'est pour ça que les banques souvent vont dire laissez tomber, c'est pas la peine. Il va falloir que vous arriviez avec votre Teuda Tolé, vous remplissiez un papier que vous signez, et à ce moment-là, la banque elle-même va envoyer ce papier-là au ministère du Logement. Elle va recevoir la Teuda de Zakaout sous les 10 jours à peu près, et après, l'argent va être automatiquement versé à la banque, en fait, de l'État à la banque vers votre promoteur ou vers votre vendeur. Donc, ça passe par la banque, ça prend 10 jours de plus. C'est pour ça que les gens qui sont extrêmement pressés, qui font des transactions très vite, peuvent des fois renoncer. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est que quand on signe un contrat de mashkanta, l'argent n'est pas déboursé automatiquement. Je ne sais pas si vous savez, vous allez signer votre demande de mashkanta, vous allez vous engager sur des taux, et puis après, la banque va vous demander à remplir certaines garanties. Des fois, on demande une expertise. Et après, il faut inscrire, si vous voulez, la banque au cadastre. Il faut prendre une assurance vie, il faut prendre une assurance bâtiment. Donc, il y a des démarches à faire. Et ces démarches-là, ça prend du temps jusqu'à ce que l'avocat inscrive au tableau votre maison, etc. Donc, généralement, on va à la banque, on signe le même jour la demande de Teuda de Zakaout et le dossier de la mashkanta.
Pendant 8-10 jours, ben, les avocats font ce qu'ils ont à faire. Et puis, quand on amène toutes les garanties à la banque, donc toutes les inscriptions, à ce moment-là, ils ont déjà reçu la Teudat Zakaout et on verse l'argent. Donc, ce n'est pas vraiment 10 jours de plus. Si on est bien organisé, on peut faire ça en parallèle. Et en fait, ce prêt Zakaout ne fait que compléter ce que la banque va nous donner en crédit, quoi. Il Bien sûr. s'ajoute. Il s'ajoute, Et on- exactement. Et on rembourse tout à la banque. Nous, on ne fait pas de distinction. Rien du tout. Ça veut dire que dans votre même mensualité, vous allez rembourser une partie du prêt Zakaout et une partie du prêt normal. C'est dans le même prélèvement automatique. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire que si vous, à la place d'emprunter 800 000 shekels auprès de la banque, eh bien, votre montage de crédit va être fait tel que, par exemple, vous avez le droit à 150 000 shekels de Keren Amdina, donc de l'argent d'État, et vous complétez avec 650 000 shekels de l'argent bancaire. Alors, pourquoi les banques n'aiment pas ça? Parce que d'abord, elles préfèrent tout vous prêter. Ça leur fait plus de profit. Et ensuite, vous mettez un comité intergouvernemental qui va les bloquer au cas où vous n'arrivez pas à… Donc, c'est sûr qu'ils font tout pour essayer de nous dire que ça ne sert à rien, cette Zakaout-là. Bah, c'est ça, ma banquière, quand tu nous avais expliqué ça et que j'avais été faire justement mon crédit, elle m'a dit, non, laisse tomber, c'est trop compliqué. Alors, j'ai dit, OK, je ne savais pas quoi dire. Mais du coup, je comprends mieux. Exactement, ils vont tout faire pour vous dire de ne pas le faire. Et même nous, en tant que courtier, ils me disent, mais Judith, ça ne sert à rien, mais pourquoi? Mais toujours, tu veux faire la Zakaout, ça me complique, ça prend plus de temps. Mais alors, c'est sûr que il faut s'entêter surtout sur les personnes qui sont le plus justes au niveau des capacités d'endettement. Okay, après, pour peut-être d'autres personnes, c'est moins important. Mais on ne sait jamais de quoi la vie est faite et je crois que la crise du corona nous a bien montré qu'on était tous aussi sujets à des changements professionnels auxquels on ne s'attendait pas. Donc, moi, je trouve que la garantie, prendre le maximum de garanties, c'est toujours une bonne stratégie dans la vie. C'est clair. C'est clair. Voilà. Alors, dernier volet, les stratégies. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, en fait, quand on prend un crédit immobilier en Israël? Alors, il y a plusieurs, si vous voulez, règles d'or que j'ai évoquées ici. La première règle, réduire au maximum la durée de crédit pour diminuer les intérêts cumulés et aussi faire baisser les taux. Ça, c'est important. Très souvent, je travaille avec mes clients sur la capacité d'endettement. C'est-à-dire que quand on demande à une famille combien vous voulez rembourser sur votre crédit immobilier, souvent, la réponse qu'on reçoit n'a absolument rien à voir avec la capacité d'endettement. C'est-à-dire que les gens vont vous donner le loyer qu'ils payent actuellement, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait une étude de leur capacité, de leur réelle capacité d'endettement. Et des fois, si on réduit le crédit de 5 ans en rajoutant 500 shekels par mois, et bien sur la somme totale remboursée, ça fait une énorme différence. Donc, c'est pour ça que quand je travaille avec des clients, je leur prépare plusieurs simulations. Et quand ils me disent « je veux rembourser 4 000 shekels par mois », je leur montre que peut-être en remboursant 4 500, qui n'est peut-être pas énorme au niveau du changement du budget familial, eh ben, ça peut leur permettre de gagner 3 ans, 4 ans de crédit et d'épargner 150 000 ou 200 000 shekels sur la somme totale remboursée. Donc, c'est important d'aider en fait, les gens à prendre conscience de la somme totale payée, pas seulement de la somme mensuelle qui va être versée comme si on payait un loyer. Donc, ça, c'est la première règle, limiter la durée au maximum. La deuxième chose sur laquelle je mets beaucoup l'accent, c'est que quand on regarde la différence d'une mensualité d'un crédit qui est pris sur 25 ou sur 30 ans, elle est minime. Mais la somme totale remboursée est énorme. Ça veut dire que rajouter 5 ans au crédit, ça va vous faire gagner, enfin ça dépend de la somme que vous avez empruntée, mais ça va vous faire économiser très très peu par mois. Et 5 ans de crédit de plus, c'est énorme. Donc souvent même, je crois qu'en France, on dit que la durée optimale d'un crédit, c'est 25. Il y a très peu de crédits qui sont donnés sur 30 ans. En Israël, les prix des maisons sont tellement chers qu'on a énormément de gens qui prennent des crédits sur 30 ans. En Israël, d'ailleurs, vous pouvez prendre un crédit sur 30 ans, quel que soit votre âge. Vous savez jusqu'à quel âge vous pouvez obtenir une mashkenta en Israël? 70. 80 ans. Ça veut dire que si j'ai un couple qui a 50 ans, je peux prendre un crédit sur 30 ans. J'ai le droit de prendre un crédit que sur… D'ailleurs, il y a une aberration parce que si j'ai un couple qui a 20 ans, je peux lui prendre que sur 30 ans parce que 30 ans, c'est la durée maximale. Donc, ils vont finir leur crédit à 50 ans. Mais si j'ai un couple qui a 50 ans, j'ai le droit de prendre un crédit sur 30 ans. Donc, ils vont finir leur crédit à 80 ans. Simplement, le gros problème de ces crédits-là, c'est que la banque va les forcer à prendre une assurance vie. Et une assurance vie sur 1 million de shekels quand on a 70 ans, eh ben, ça peut coûter 2 000 shekels par mois, par personne, si la personne n'a aucun antécédent médical. Donc, c'est sûr que c'est possible, mais c'est très cher parce que vous allez rajouter à votre mensualité de crédit
une assurance vie extrêmement chère. Mais la régulation le permet. Troisième règle d'or, ne pas forcément prendre un crédit sur un nombre d'années qui est un multiple de 5. Ça, c'est souvent une combine que je donne. Parce que si vous regardez les tableaux, je vais reprendre simplement le tableau de la Zakaout, vous voyez. Alors, la Zakaout, c'est peut-être pas la meilleure des choses parce que vous êtes obligé de prendre des multiples de 5 parce que c'est ce que l'État demande. Je vais aller un peu en arrière. Là, on a le taux d'intérêt fixe. Okay. Maintenant, regardez, si vous prenez un crédit sur 15 ans, okay, vous allez payer 2,78. Maintenant, personne n'a dit qu'il fallait prendre des crédits sur des multiples de 5. Ça veut dire que si à la place de prendre 10 ans, je prends 9 ans, eh ben, je descends à une moyenne de crédit moins chère. C'est-à-dire que si vous prenez 10 ans, vous allez payer 2,78, mais si vous prenez 9 ans, ben, vous allez payer 2,5%. Si vous prenez un crédit sur 20 ans, vous allez payer 3,08%, mais si à la place de prendre sur 20 ans, ben, vous prenez sur 19 ans, eh ben, vous allez être à la case d'avant. Donc, vous allez réduire votre crédit. Donc, ça, c'est un tuyau que je donne souvent. Quand vous allez en banque, on va vous dire combien vous voulez, 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais la vie ne fonctionne pas par multiple de 5. On peut tout à fait prendre un crédit sur 13 ans, sur 24 ans, sur 32 ans. Enfin non, 32, on ne peut pas parce que maximum, c'est 30, mais sur des sommes qui ne sont pas des multiples de 5 et on peut arriver à avoir de meilleurs taux comme ça. Donc ça, c'est un conseil que je donne parce que ça vous permet de rentrer dans une tranche, si vous voulez, de crédit qui est moins importante. Je retourne voilà, aux règles d'or. Et quatrième recommandation, on n'est pas obligé de prendre tous les volets sur la même durée. Okay, moi, je fais très souvent des montages sur des volets de durée différentes. Ça veut dire que si on regarde la différence entre, par exemple, les volets variables et les volets fixes, les seuls volets qui vont avoir une baisse de taux en fonction de la durée, ce sont les volets fixes. Parce que le prime, il est dépendant du taux directeur de la Banque d'Israël. Donc, si je prends du prime sur 10 ans, sur 20 ans ou sur 30 ans, j'aurai le même prime, 1,6%. Par contre, si je prends du fixe sur du 30 ans ou du 20 ans, vous avez vu que j'ai un taux différent. Donc, si je veux optimiser mon crédit, eh ben, le fixe, je veux le prendre sur la période la plus courte possible pour avoir le meilleur taux possible. Et le prime, je vais le tirer sur la période la plus longue possible, puisqu'en plus, je peux le rembourser à n'importe quel moment sans aucune pénalité de remboursement anticipé. Donc, vous pouvez tout à fait faire un montage dans lequel vous allez réduire votre fixe à 20 ans, prendre votre prime à 30 ans, et dans votre mensualité, ben, vous allez avoir un décroché à partir de la 20e année, vous allez payer beaucoup moins cher, ce qui n'est pas mal non plus. Quand je fais des crédits à des personnes qui ont 45 ans, je sais qu'ils vont moins travailler à partir de l'âge de 65 ou 67 ans. Des fois, ils ne seront pas capables de finir tout leur crédit jusqu'à l'âge de 67 ans, mais je peux envisager un décroché. Ça veut dire qu'ils auront fini de 40% de leur crédit à l'âge de 67 ans. Donc, à la place de rembourser 4 000 shekels par mois, à partir de l'âge de 67 ans, ben, automatiquement, le volet A s'est terminé. Ils retrouvent des mensualités de 2 200 shekels. Okay, donc, on peut tout à fait faire cette programmation-là. On va prendre des volets différents sur des durées différentes pour justement s'adapter aussi au changement de la vie de chacun. Donc, ça fait partie des règles ou en tout cas des astuces auxquelles il faut penser. Maintenant, au niveau de la capacité de remboursement, quand on regarde la capacité de remboursement, il faut savoir que la capacité de remboursement d'un foyer va aussi influencer les taux d'intérêt que l'on va recevoir. Et ce que en fait demande la Banque d'Israël de calculer, c'est quelle est la mensualité du crédit par rapport aux revenus qui sont les revenus nets. Alors, en Israël, si on veut calculer à quel prix je peux acheter une maison, on a à peu près la même règle de 3 qu'on a en France, bien que la Banque d'Israël soit plus souple. En fait, la Banque d'Israël dit que la mensualité de crédit immobilier peut arriver jusqu'à 40% des revenus nets disponibles. Donc, ça, c'est la règle. Simplement, il n'y a pratiquement aucune banque qui va vouloir donner 40%. La plupart des banques vont donner entre 33 et 36, 37% au grand maximum. Pourquoi? Parce que vous avez des taux variables. Ça veut dire que quand vous commencez à 33%, mais que vous avez pris un taux variable indexé, la banque sait très bien que d'ici 3-4 ans, ben, de 33%, ça devient 37, de 37, ça devient 40. Et elle ne peut pas aller à l'encontre de la régulation de la Banque d'Israël. Donc, pour prendre une certaine marge de sécurité, on va vous permettre d'aller jusqu'à 37, maximum 37,5%. Okay, la mensualité de crédit ne dépasse pas 37,5% des revenus nets disponibles. Comment est-ce qu'on calcule les revenus nets disponibles? On va prendre forcément tous les revenus
salaire, retraite, dividendes, revenus locatifs si vous avez des revenus locatifs, net d'impôts forcément, et on va déduire de ces revenus tous les crédits de plus de 18 mois que vous avez. Ça veut dire que si vous avez un crédit auto qui se termine dans 12 mois, eh ben, il ne va pas être pris en compte. Mais si vous avez un crédit auto sur 2 ans, eh ben, on va être obligé de déduire ce crédit auto de vos revenus. Et donc, c'est à partir de ce revenu net disponible qu'on va calculer votre capacité d'endettement. Ça veut dire que si vous envisagez d'acheter une maison et que vous voulez avoir les meilleurs taux possibles, ce n'est pas le moment de prendre des prêts à la consommation sur des durées qui sont au-delà de 18 mois. Sauf si forcément vous n'avez pas le choix, sauf si c'est pour avoir l'apport personnel qui va vous permettre d'acheter. Okay, mais il faut penser à ça lorsqu'on prend un crédit. Plus on a de crédit à la consommation d'une période qui est supérieure à 18 ans, plus ça va entamer notre capacité d'endettement et moins on pourra obtenir un crédit sur des sommes importantes et plus la banque va nous facturer des taux d'intérêt plus élevés. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Alors, sur le montage, il va y avoir une tonne, enfin c'est exagéré, mais il va y avoir énormément de lignes, puisque si on prend taux variable, taux fixe selon les durées, avec le prime, avec si on prend le prêt de l'État, etc., il peut y avoir jusqu'à 12 lignes. Oui, mais je ne vois pas pourquoi ça vous inquiète. Non, ça ne m'inquiète pas, mais c'est juste que oui, c'est vrai. C'est un sacré montage, un sacré calcul, quoi. C'est vrai, mais bon, c'est pour ça qu'il y a des simulateurs, il y a des programmateurs Excel. Les banques vont aussi vous montrer en fait les différents taux, les différents montages. Mais oui, c'est vrai. Des fois, quand je regarde ce qui s'appelle des soldes de Mashkenta, je les analyse, je vois qu'on a 10, 12 lignes parce que souvent aussi, l'argent n'a pas été débloqué au même moment. Si vous avez un projet de construction, vous avez des sommes qui ont été débloquées en 2012, en 2013, en 2014. Il va falloir faire le cumul, si vous voulez, de toutes ces durées qui vont être échelonnés et de tous ces volets qui sont indexés de façon différente. C'est pour ça que c'est aussi complexe de faire l'étude d'un rachat de crédit. Je sais qu'en France, la plupart des particuliers vont voir leur banque et disent voilà, je veux renégocier parce qu'ils avaient un taux fixe à 2% et maintenant, quand on leur propose un taux fixe à 1,5%, ils comprennent tout à fait ce qu'ils font. Mais quand vous faites ça en Israël et qu'on vous change du variable Libor contre du variable Prime, vous ne savez pas si vous avez bien fait ou pas. Parce que vous ne savez pas si le prime va évoluer plus vite ou moins vite que le Libor et quel risque vous avez pris sur ce crédit-là. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Voilà. La deuxième chose, en fait, qui va influencer les taux d'intérêt, c'est le taux de financement. Je crois qu'on en avait un petit peu parlé tout à l'heure. Ça veut dire quelle est la valeur du crédit par rapport au prix de la maison. Okay, donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on a 2 paliers, 45 et 60%, et que le rachat de crédit, comme vous me le disiez tout à l'heure au RIT, est envisageable une fois tous les 4, tous les 5 ans, parce que dès que la valeur de la maison a augmenté, forcément, on descend à un niveau de financement moins important et donc on va réussir à négocier de meilleurs taux. Mais ce qui est important, c'est savoir que ce n'est pas linéaire. Ça veut dire que si je passe de 65 à 62%, je n'aurai pas de meilleurs taux. C'est seulement si je passe en dessous de la barre des 60% et en dessous de la barre des 45%. Mais qui va évaluer la valeur marchande du bien? Alors, ça, c'est une excellente question. Je ne l'ai pas exposé là dans la présentation, mais ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on est juste au niveau des capacités d'emprunt. Ça veut dire que si vous voulez acheter une maison qui va coûter 1 million de shekels et vous avez très exactement 250 000 shekels d'apport personnel, je dis toujours que quand je demande à mes clients combien d'apport personnel vous avez, d'abord, je mets toujours à part les frais annexes. Quand on parle d'apport personnel, c'est uniquement pour mettre dans la maison. Je ne compte pas dans les 250 000 shekels ni les frais d'avocat, ni les frais de courtier, ni les frais bancaires, ni les frais de taxes d'acquisition. Ça ne peut pas être financé par la banque en Israël. Je sais qu'en France, oui. En Israël, non. Ça veut dire que si vous me dites que vous avez 250 000 shekels d'apport personnel, ça veut dire que vous avez aussi de côté une autre somme qui va vous permettre de payer la transaction immobilière, les frais de courtier, les frais d'agence, la taxe d'acquisition, etc., etc., etc. Maintenant, par rapport à votre question, Aurit, vous avez acheté un bien à 1 million. Vous avez obtenu un accord de financement bancaire de 75%. Donc, vous avez un accord de principe écrit signé par la banque de 750 000 shekels. Cet accord-là est conditionné à l'évaluation de la valeur du bien par un expert immobilier, ce qui s'appelle en hébreu un shamaï. Donc, avant de débloquer l'argent, parmi les garanties qu'il y a à faire, la banque va dépêcher un expert immobilier pour évaluer la valeur du bien.
Maintenant, si l'expert immobilier dit que votre maison vaut 1 million ou 1,2 million, c'est parfait. Vous avez vos 750 000 shekels en main. Mais si l'expert immobilier vous dit non, cette maison, elle ne vaut pas 1 million, vous l'avez surpayée. Cette maison, elle coûte que 900 000 shekels. Eh bien, vous n'aurez que 75% de 900 000 shekels. Donc, le reste, il va falloir que vous le complétez de votre apport. Et ça, je dis par exemple à toutes les personnes qui achètent des maisons de bien vérifier la valeur du marché. Parce que des fois, on a des écarts qui sont minimes, qui sont des écarts de 30 ou 40 000 shekels, parce que c'est très difficile d'évaluer une maison à 1 shekel près. Quand c'est des produits neufs, on n'a pas de problème, l'évaluation, elle est exacte. Mais quand vous achetez des maisons qui ont été agrandies, sur lesquelles on a rajouté des terrasses, on a creusé des pièces de plus, on a construit un toit, et bien sur l'évaluation de l'expert, tout ce qui n'a pas été construit avec un permis de construire ne va pas être pris en compte. Donc, il se peut que la valeur de l'expert soit en dessous de la valeur du marché. Et moi, j'ai accompagné des clients, notamment un client à Jérusalem sur Ma'ale Adumim, où l'écart entre l'évaluation de l'expert et le prix d'achat était d'1 million de shekels. Alors, c'est énorme. Il avait acheté une maison à 4 millions, mais dans cette maison-là, il avait fait construire, enfin la personne qui lui vendait avait fait construire dans le jardin une unité de 2 pièces qui était louée et une piscine qui n'était pas déclarée. Alors forcément, il y avait un écart d'1 million. Maintenant, la personne qui a acheté cette maison, ça lui était égal parce qu'elle disait cette maison-là, elle le vaut. Moi, j'aime la piscine, j'aime le studio me donne des revenus. Il n'y a pas d'autres biens comme ça dans tout Ma'ale Adumim. Je suis prêt à mettre le prix. Très bien. Mais la banque ne finance pas derrière. La banque va financer au maximum de 75% de la valeur déclarée par l'expert. Alors, cette personne-là avait suffisamment de fonds propres pour combler la différence. Donc, on n'a pas été en rupture de contrat, mais il faut savoir que ce sont des fois des cas de figure qui se présentent. Oui, allez-y. Ok. Et qu'est-ce qui se passe en cas de rupture de contrat? Vous perdez la compte que vous avez émis? Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate. C'est écrit dans le contrat d'achat. Et ça dépend de ce que vous avez conclu au moment où vous avez signé votre contrat d'achat. Quelles sont les clauses de rupture de contrat? Ça, je ne sais pas. Chaque contrat peut être différent. D'accord. Et juste, Judith, alors une petite question aussi toujours sur l'histoire de l'évaluation du bien. Si j'ai acheté mon bien et que 5 ans après, il a pris de la valeur, comme tu as dit, donc je vais le renégocier. Mais quand je te dis qu'il a pris de la valeur, comment je sais, comment la banque sait? C'est par rapport à l'immobilier en général ou on va réévaluer mon bien? Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante par rapport au rachat de crédit. C'est-à-dire que quand vous voulez faire un rachat de crédit pour justement payer moins cher, vous avez 2 options. Soit vous faites un rachat de crédit interne à la banque. Ça veut dire que vous avez pris un crédit à la Mizrahi, vous allez le racheter à la Mizrahi. Soit vous allez faire un rachat de crédit externe. Vous allez en fait demander une proposition à d'autres banques, la Poalim, la Leumi ou qui vous voulez. Quand vous faites un rachat de crédit interne, eh ben, la banque ne va pas vous demander de faire une autre expertise. Donc, elle ne va pas réévaluer la valeur de votre bien, elle va se baser sur l'évaluation qui a été faite il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Et si vous allez faire aussi un rachat de crédit interne, il est très possible aujourd'hui, les banques le font de façon digitale, qu'on ne vous demande pas non plus de nouveaux justificatifs de revenus. Ce qui peut être extrêmement bien, par exemple, en période post-corona, où les gens n'ont pas exactement les mêmes revenus qu'ils avaient il y a 3 ans. Mais il faut savoir aussi que quand vous faites un rachat interne à la banque, vous n'allez pas avoir la meilleure proposition possible parce que vous n'avez pas fait jouer la concurrence. Par contre, si vous faites un rachat externe, moi, ce que je fais souvent, c'est que d'abord, je sais que la maison a pris de la plus-value. Donc, je veux qu'il y ait une évaluation d'expert, même si ça coûte 700 shekels à mon client. Parce que si tout d'un coup, la maison coûte 200 ou 300 000 shekels de plus, eh ben, le taux de financement sera en sa faveur et donc on aura de meilleurs taux. Donc, si vous faites un rachat externe, vous allez avoir la nouvelle banque qui va vous dépêcher un nouvel expert immobilier pour réévaluer la valeur de la maison. Mais vous avez aussi cette nouvelle banque qui ne vous connaît pas, qui va vous demander les justificatifs de tous vos revenus. Donc, si vous avez de vos revenus et que votre maison a pris de la plus-value, vous avez tout à fait intérêt à faire un rachat externe. Si vous voulez juste utiliser la tendance du marché, ça veut dire que vous savez que les taux ont baissé et avoir une meilleure proposition sans avoir la meilleure proposition du marché, faites un rachat interne, mais à ce moment-là, prenez pas un courtier, faites-le tout seul. Parce que vraiment, la plus-value du courtier, c'est de prendre le dossier, de déposer auprès de plusieurs banques, de faire un comparatif, de présenter vos revenus, de présenter au mieux votre dossier. Si vous voulez renégocier tout seul, avoir un peu mieux, je crois que vous pouvez épargner les frais de courtage. Merci. Très clair.
Alors, les astuces. La dernière chose dont je voulais peut-être parler, c'est l'achat neuf. Quand on achète dans un projet neuf à cause de l'évolution de l'indice de construction. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous achetez un projet neuf, toutes les sommes futures à payer vont être indexées à l'indice de la construction et le pourcentage de financement va être calculé sur la base du prix d'achat et pas du prix post-indexation. Donc ça, c'est important. Maintenant, ce qu'on peut faire comme astuce pour éviter de payer l'indice de la construction, c'est envisager d'avancer l'échéancier de paiement. C'est-à-dire que si vous allez voir le promoteur et que vous lui dites, à la place de payer dans un an 1 million de shekels et de rajouter à ce million de shekels l'indice de construction qui va être de 5%, moi, je paye dès maintenant ce million de shekels. Si vous avancez la somme, eh bien, vous ne serez plus soumis à l'indice de construction puisque, en fait, le Kablan, le promoteur, a déjà reçu tout l'argent en main. Alors, il y a quelques années, on ne le faisait pas. Aujourd'hui, on le fait pour quelle raison? Parce que les taux d'intérêt, à partir du moment où vous débloquez l'argent plus tôt, ben, votre prêt il va commencer. Mais les taux d'intérêt aujourd'hui sont moins importants que le taux d'indice des matériaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt moyens, comme vous l'avez vu sur les tableaux que je vous ai présentés, ils sont aux alentours de 3%. Donc, moi, je préfère débourser en avance 1 million de shekels maintenant plutôt d'attendre un an, de payer sur ce million de shekels. Coupé. Vous risquez d'avoir votre prêt qui va commencer. Judith, on t'entendait plus. On t'entendait plus, Judith. Tu viens de reprendre là. Ça a coupé. Ah, moi, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui est instable ou la vôtre. C'est pas grave. Voilà, on t'entend à nouveau. Vous m'entendez? OK, parfait. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que vous n'êtes pas obligé, si vous avez avancé le paiement de ce million de shekels, vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite la mensualité de ce crédit-là. Vous pouvez demander ce qui s'appelle un crédit ballon. Ça veut dire que vous pouvez demander à ne payer que les intérêts jusqu'à ce que le bien vous soit livré. Et à ce moment-là, vous épargnez des sommes importantes sur l'indice des matériaux. Je crois que c'est à peu près tout. Ah voilà, là, vous avez l'indice, donc son évolution. Depuis le début de l'année, vous voyez très clairement que c'est la période post-corona qu'il a vraiment augmenté. Avant, on n'avançait pas ces paiements-là. On était à des indices de construction qui étaient aux alentours d'1%. Là, je vous dis, sur les 12 derniers mois, on est arrivé à 5,1%. On n'a pas eu ça depuis de nombreuses années. Donc, vraiment, tous ceux qui achètent du neuf, c'est vraiment une recommandation d'essayer d'avancer les paiements au maximum. Et il n'est même pas sûr que les promoteurs acceptent parce qu'ils vont devoir payer des matériaux plus chers. Okay, donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils seront enclins à faire, peut-être pas sur toute la somme, mais il y en a beaucoup qui acceptent de le faire pour vendre leur projet. Donc, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Voilà, dernière recommandation, quand on a des remboursements anticipés, il faut les programmer à l'avance pour éviter de payer les pénalités. Donc, si on sait qu'on veut injecter de l'argent dans le crédit parce qu'on va vendre une maison en France, parce qu'on va avoir des dividendes, il faut en parler avec son courtier ou avec son banquier et le programmer pour réduire ces pénalités de remboursement-là. Envisager un rachat de crédit tous les 5 ans, vous l'avez dit au RIT, environ tous les 5 ans, faire un bilan, regarder où j'en suis, quel taux je paye, quels sont les taux du marché. Vous avez énormément de courtiers qui vont vous faire une évaluation gratuite de la rentabilité d'un rachat de crédit. Donc, demandez est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup, combien est-ce que je peux épargner. C'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Et pour avoir les meilleurs taux possibles, il faut avoir un compte en banque clean. Ça veut dire qu'il faut avoir une cote de crédit la plus propre possible. Il faut avoir les revenus les plus élevés possibles. Alors ça, on n'a pas toujours le contrôle. Mais si vous êtes salarié, par exemple, il faut savoir que la banque va demander vos 3 derniers mois de salaire. Donc, je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai beaucoup de personnes qui vont acheter une maison juste après les fêtes. Et donc, j'ai des femmes qui travaillent dans des Ganim, qui travaillent dans toutes sortes de structures qui vont me dire « mais c'était le mois des fêtes, j'ai presque pas travaillé ». Donc, en fait, mon salaire, il est à 3 000 shekels, mais il ne relate pas du tout mon salaire moyen. Ça, il faut faire attention. C'est-à-dire que si vous voulez déposer un dossier de crédit, la banque va vous demander les 3 derniers bulletins de salaire. Donc, si vous faites du commercial, c'est le moment d'avoir le maximum de bonus parce que comme ça, vous montrez que votre salaire, il est haut. Et si vous savez que vous passez par une période où vous pouvez un peu moins travailler, attendez 3 mois de plus, présentez 3 belles fiches de salaire avant de demander votre crédit. Ça, c'est important parce qu'une fois qu'un dossier a été refusé en banque, pour manque de capacité d'endettement, c'est très difficile de le rattraper. C'est-à-dire que si j'ai déposé le dossier et qu'on m'a dit non, la famille n'a pas suffisamment d'argent pour prendre ce crédit et que je le redépose 2 mois après, on va me dire, mais dans l'ordinateur, tout de suite, ça va apparaître, mais il a été refusé il y a 2 mois. Qu'est-ce qui a changé?
Donc, il vaut mieux attendre un petit peu, présenter des beaux bulletins de salaire et seulement faire passer la demande plutôt que d'avoir un refus d'attendre 6 mois. Judith, Voilà. c'est la même chose pour les indépendants ou salariés, c'est 3 mois de… Non, non, pas du tout. Alors, pour les indépendants, c'est différent. Pour les indépendants, comment je peux parler, on pose une question. Attendez, il y a quelqu'un qui parle en fond. Alors, pour les indépendants, ce qu'on va vous demander, c'est l'avis d'imposition, le dernier avis d'imposition et une déclaration comptable sur les revenus de l'année en cours. Maintenant, là aussi, l'interprétation des banques va être très différente. Ça veut dire qu'il y a certaines banques qui vont prendre en considération que le dernier avis d'imposition parce qu'en fait, c'est la déclaration la plus forte, okay, la plus proche de la réalité. Et donc, vous avez la plupart des banques qui vont se comporter comme ça, qui vont en fait baser votre capacité de remboursement sur l'avis d'imposition 2020 et qui vont simplement regarder qu'en 2021, les revenus n'ont pas baissé. Mais si les revenus ont augmenté, ils ne vont pas le prendre en considération. Si les revenus ont baissé, ils vont prendre les revenus les plus bas, entre l'avis d'imposition et la déclaration expert comptable. Maintenant, vous avez une autre banque qui s'appelle la Mizrahi Tfahot, qui est beaucoup plus cool dans le calcul des revenus, qui va faire une moyenne des deux. Donc, aussi, mon travail en tant que courtier, c'est de savoir auprès de quelle banque, quel dossier va passer. C'est-à-dire que si je sais que je suis un peu juste, je sais qu'à la Mizrahi, ils vont prendre la déclaration comptable plus l'avis d'imposition, ils vont faire une moyenne entre les deux, donc des fois, ça va me permettre de faire passer un dossier. Mais, vous savez, en hébreu, on dit « anaruchot rinam ». Ils acceptent de vous faire reconnaître des revenus plus élevés, ils vont vous prendre des taux plus élevés. Ça va avec. Okay, ça veut dire que des fois, moi, je sais, on ne peut pas comparer les taux de plusieurs familles. Okay, chacun en fonction de sa capacité, du moment, de son apport personnel, de ses revenus. Et donc, en fait, si vous voulez, des fois, pour permettre à une famille d'acheter une maison, s'ils sont après 2 années où ils étaient indépendants et c'est leur moment d'acheter la maison, mais que les revenus n'étaient pas exceptionnels, et on les fait passer par la Mizrahi, on paye des taux un petit peu plus hauts, c'est pas grave, ils achètent la maison de leur rêve et dans 3-4 ans, on renégocie. Quand on a de meilleurs avis d'imposition, c'est pas une catastrophe. Ils n'auront pas obtenu les meilleurs taux possibles. Ça fait partie aussi de notre travail. Voilà, pour la présentation générale. Moi aussi, j'ai une question. Je suis à vos questions. Allez-y. Une petite question comme ça de curiosité, ça ne me concerne pas, mais quand on a des revenus réguliers et stables de France, est-ce que la banque en Israël accepterait? Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, je travaille à la fois avec des résidents étrangers donc qui ne vivent même pas en Israël, qui ont uniquement des revenus français, et énormément d'Olim Khadashim qui ont gardé leur activité en France. Il faut savoir avec quelle agence travailler. Moi, je travaille avec des agences internationales qui ont en fait des banquiers francophones qui savent analyser tous les papiers français. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on va demander, ce sont les relevés bancaires français, les relevés bancaires israéliens, parce que la banque veut voir que les revenus arrivent sur l'un des 2 comptes, les avis d'imposition français, les bulletins de salaire israéliens, parce que des fois, on a des activités cumulées. Donc, il faut passer, si vous voulez, par des banquiers qui savent analyser toute cette documentation-là. Mais tous les revenus sont reconnus. Les retraites de France, tous les revenus locatifs de France, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Super. Donc, avec toi, voilà, les Olim peuvent passer par toi puisque tu as ce service-là, quoi. J'ai ce service-là, j'ai des contacts auprès de plusieurs banques. Je fais toujours mes dossiers auprès de la Discount, la Poalim, la Léomi, la Mizrahi. Alors, à bon entendeur. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était ma question. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question, je crois? Non, c'était la même que toi, Aurit. C'était la même que toi. Ah bon? Ah bah. J'ai posé la question pour les Olim. Je savais que c'était une question qui allait à… Bon, oui, moi, je voulais savoir si on devait mettre, l'argent qu'on gagne en France, on doit automatiquement le mettre dans le compte en Israël? Ah non, non, absolument pas. Parce qu'à partir du moment où je présente à la banque vos relevés bancaires français, eh ben, la banque va voir que ces revenus arrivent sur votre compte de France. Donc, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin. Ah, d'accord. On n'est pas obligé de le mettre dans le compte en Israël. Alors, on peut le laisser en France. Absolument pas. Absolument pas. D'accord, super. Je voulais savoir, quand on achète, quels sont les différents frais qu'on doit… à quoi on doit penser, quoi? Prévoir. Alors d'abord, si vous avez pris un agent immobilier, vous avez les frais d'agence. Première chose. Alors, combien c'est? Ça dépend. Des fois, c'est 1%, des fois, c'est 2%, des fois, les agents prennent que sur le vendeur, des fois que sur l'acheteur. Tout est négociable en Israël. Après, vous avez les frais d'avocat. Les frais d'avocat aussi, ça peut aller d'1,5% à 2,5%.
Ça dépend de votre avocat, de sa notoriété. C'est à vous de négocier. Je vous dis à nouveau, tout est négociable. Après, vous avez les frais de courtier immobilier si vous prenez un courtier immobilier. Là aussi, vous avez tous les tarifs. Vous avez des courtiers qui vont prendre un prix forfaitaire. Vous avez des courtiers qui vont prendre un pourcentage de la somme empruntée. Vous avez des courtiers qui vont prendre un pourcentage de la valeur de la maison. TVA incluse, TVA non incluse. Il faut faire une étude de marché. Après, vous avez la taxe d'acquisition. La taxe d'acquisition, si vous achetez un premier bien en dessous d'1,7 million, c'est 0 francs, 0 centimes. Si vous achetez au-dessus, il y a des tranches. Okay, donc, il faut calculer avec un avocat combien de taxes d'acquisition vous allez payer. Et ensuite, vous avez les frais bancaires. Les frais bancaires, c'est 0,25% de la somme empruntée. Vous allez devoir payer à la banque ou vous prenez le crédit. Maintenant, si vous avez un courtier en crédit immobilier, c'est aussi négociable. Les pénalités de remboursement anticipé ne sont pas négociables. Les frais bancaires de dépôt de dossier de Mashkenta le sont. Okay, souvent, les banques, pour qu'on leur amène des dossiers, vont être prêtes à nous faire une réduction de 30%, de 40%, de 50% sur les frais bancaires. Mais officiellement, la banque peut prendre jusqu'à 0,25% de la somme empruntée. Et alors après, vous avez des petits frais. L'inscription au tableau, ça va coûter 160 shekels. L'inscription au rachat mamashkonot, ça va coûter, je sais pas, quelques shekalim. L'expert en valeur immobilier, ça peut coûter aussi, si vous avez un appartement à 1,5 million de shekels, ça va vous coûter 700 shekels. Mais si vous avez un appartement que vous achetez à 4 millions, ça peut être jusqu'à 4 000 shekels, l'expertise dépêchée par la banque. Tout dépend de la valeur du bien et de la complexité d'analyse du bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des frais, il me semble. C'est à peu près ça. Et une question, si par exemple on achète un appartement et qu'on veut faire une rénovation complète, qu'on n'a pas les devis de travaux forcément au moment de l'achat, comment ça se passe? C'est-à-dire comment on peut intégrer à ce moment-là les devis des artisans qu'on n'a pas forcément, puisqu'on a visité le bien et que dans les 10 jours, comme vous avez expliqué, dans les 10 jours, il faut faire une demande auprès de la banque. Donc, comment ça se passe à ce moment-là? Comment on intègre les frais de rénovation? Déjà, c'est un petit peu compliqué parce que tout dépend de votre pourcentage de financement. Ça veut dire que si vous achetez la maison, vous allez pouvoir prendre, disons, 75% de financement. Maintenant, si vous êtes au maximum à 75% de financement, vous ne pouvez pas demander en plus de l'argent pour les travaux. Vous êtes au maximum. C'est terminé. Par contre, si vous avez pris que 30% de financement, la banque vous permet de compléter jusqu'à 50% de la valeur du bien pour des frais qui sont des frais de construction ou des frais de réparation ou de rénovation. Donc, si vous avez acheté un bien qui coûte 1 million et que vous avez besoin que de 300 000 shekels pour faire, disons, la transaction, et que vous voulez encore 200 000 shekels pour les travaux, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez demander 200 000 shekels de plus pour les travaux. Au moment où la banque va débourser l'argent, elle va vous demander les devis. Pas au moment de la demande. Pas au moment de la demande. D'accord. Donc, c'est à nous de faire attention, de savoir, d'estimer correctement les frais de rénovation s'il y en a. Exact. D'accord. Exact. Maintenant, si vous avez demandé 45% de financement et puis finalement, ça déborde un petit peu, tant que vous êtes en dessous de 50% de la valeur de la maison, vous pouvez demander une rallonge, il n'y a pas de problème. Simplement, il ne faut pas que les prêts pour travaux dépassent 50%. Ils sont plus souples que quand tu as été fermé. Plus de 50%. Exact. On peut avoir vos coordonnées sur le chat où vous avez une slide où on a vos coordonnées? Alors là, sur le dernier slide, vous avez mon numéro de téléphone, mon site, voilà. Si vous m'envoyez un WhatsApp, je vous enverrai ma carte de visite digitale. À ce moment-là, vous aurez tous mes services, tous mes coordonnées. Voilà. Sinon, moi, je les ai aussi. Hein. Si quelqu'un est intéressé, il m'envoie un petit WhatsApp et on peut les envoyer aussi. On les a. Sinon, j'ai envoyé aussi à Orit le texte de la présentation. Ouais. Je vous ai présenté. Donc, si par hasard vous le voulez, envoyez un WhatsApp à Orit, elle vous fera passer donc tous les slides que vous avez vus là en ligne. Ce soir. Avec les taux moyens, tout ça, il n'y a aucun problème. Le fond de la présentation est à votre disposition. Tout à fait. Tout à fait. On a fait le tour. Je voulais demander quelque chose. Quand on a 50 ans, on peut aller jusqu'à quel âge pour rembourser les crédits? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on prend la régulation en compte, on peut aller jusqu'à 80 ans. Vous pouvez à 50 ans prendre un prêt de 30 ans. Simplement, la banque vous oblige à prendre une assurance vie. Et l'assurance vie peut être très chère. Elle peut être plus chère que le coût du crédit. Donc, ça rend, si vous voulez, ce prêt-là pas très rentable.
Maintenant, vous pouvez avoir une stratégie qui est une stratégie de dire, ben, je prends aujourd'hui à 50 ans un prêt sur 30 ans. De toutes les façons, je n'ai pas l'intention d'aller jusqu'à 30 ans. Aujourd'hui, j'ai des petites mensualités. Je sais que je vais recevoir un héritage, un Keren Ishtalmut, des Pitsouim du travail ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, j'injecterai cet argent dans mon crédit à l'âge de 65 ans. Mais pour l'instant, je me garde mes petites mensualités. Donc, on peut tirer le crédit sur 30 ans. Si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout des 30 ans, vous allez payer une assurance vie très, très chère. Donc, il ne faut pas avoir l'intention de le garder vraiment 30 ans, sinon c'est catastrophique au niveau financier, au niveau de la programmation financière. Judith, c'est possible de faire une simulation à part après avec vous ou pas? Ou c'est vraiment une étude particulière qui demande du temps, etc. Alors, tout dépend de ce que vous me demandez. Si vous voulez me dire jusqu'à quel prix vous voulez acheter, ça, il n'y a aucun problème. Ça prend quelques minutes, pas plus que ça. Si vous voulez précisément faire une étude de volets différents et de durées différentes, alors on a vraiment besoin de prendre un rendez-vous et de le faire de façon plus approfondie. Oui, non, c'est notre capacité, jusqu'à combien on peut monter, quoi. Ben, si vous voulez, vous pouvez rester en ligne quand le Ok. monde sortira et puis on pourra faire cette étude en quelques minutes. Super, merci. Parce que là, tout est enregistré. Oui, bien sûr. Commun, voilà. Alors justement, je viens de voir que quelqu'un a demandé si on pouvait avoir l'enregistrement. Alors, je ne sais plus qui. C'est juste pour vous dire que moi, j'ai la Matteguette. Enfin, j'ai tout ce que Les supports. Judith a… Les supports, merci. Tout ce que Judith a présenté ce soir, les supports, je les ai. Donc, la personne qui a demandé, vous me faites un WhatsApp, je vous l'envoie. Ça va être beaucoup plus simple pour vous que de réécouter toute la conférence de ce soir. Voilà. On est bien, on a fait le tour. Excusez-moi, on m'entend ou pas? Oui, on vous entend, oui. Super. Bonjour Judith. Déjà, c'était super intéressant tout ce que vous avez dit. Donc, avec mon mari, on vous remercie. Merci beaucoup. Et on a entendu parler pour les jeunes couples ou jeunes parents qu'il y avait la possibilité d'emprunter sur certains achats neufs avec un apport plus petit de 10-15%. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce système-là? Oui, c'est ce qui s'appelle le Mehir Lamishtaken. Je suppose que c'est à ça que vous faites allusion. Alors, il y a des projets d'État qui sont des projets qui s'appellent Mehir Lamishtaken. Donc, en fait, si vous voulez, l'État a voulu encourager les jeunes couples à acheter des appartements neufs avec un apport personnel réduit. Ces projets-là, ce sont des projets sur des zones, des villes de développement très précises. C'est-à-dire que vous avez des projets sur des villes précises. Et les jeunes couples qui veulent acheter dans ce cadre-là doivent participer à une loterie. Ça veut dire que d'abord, il faut avoir une Teudat Zakaout, la fameuse Zakaout dont on a parlé. En fonction du nombre de points que vous avez cumulés, vous allez être éligible sur un certain nombre de projets. Donc, il y a des projets sur lesquels il faut avoir plus de points que d'autres. Vous allez pouvoir déposer votre candidature sur plusieurs projets. Donc, généralement, ça prend du temps. Il faut être marié, si vous avez fait le service militaire, si vous êtes au LIM, vous allez avoir le droit, si vous voulez, à déposer votre demande. Et puis après, il y a un tirage au sort et vous pouvez déposer une demande sur un seul projet. Donc, j'ai beaucoup de familles qui ont déposé des demandes sur Naharia, sur Ma'alot. Généralement, ce ne sont pas des grandes villes, Tel Aviv, Jérusalem et Modi'in. Vous n'allez pas avoir beaucoup de projets. Et si le jeune couple est élu, si vous voulez, au tirage au sort, ils pourront avoir un appartement avec un taux de financement plus important. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça permet d'acheter un taux de financement moins important? Parce que, en fait, les appartements de ces projets-là vont être vendus moins cher aux jeunes couples. Donc, si vous voulez, vous avez le prix du marché, qui est par exemple, disons, 2 millions, un prix du marché. Et le jeune couple va pouvoir acheter l'appartement, disons, à 1 800 000. Parce que lui, il bénéficie de cette éligibilité-là. Maintenant, ce que la banque peut faire au niveau de la régulation, c'est calculer le pourcentage de financement par rapport au prix du marché. Donc, c'est ce qui permet en fait de réduire énormément la capacité, l'apport personnel. Alors, je peux vous donner un exemple si vous voulez. Ça veut dire que si on prend un bien de 2 millions, il y a du bruit, il y a quelqu'un qui a resté un microphone allumé, je ne sais pas qui c'est. Mais du coup, on a du mal à s'entendre. Ça y est, je crois que c'est sur silence. Donc, si je fais une simulation toute simple, si le prix du marché est de 2 millions
mais que ce jeune couple a eu le droit d'acheter un appartement à 1,8 million alors que son prix du marché est 2 millions. Si ce jeune couple prend 75%, donc ils auront le droit à 1,5 million. 1,5 million qui est calculé 75% de la valeur du marché. Mais en fait, l'appartement, il leur coûte qu'1,8 million. Donc, en fait, ils ont besoin que de 300 000 shekels sur 1,8 million, ce qui fait beaucoup moins d'apport personnel. Parce que la banque va calculer à nouveau le pourcentage de financement sur le prix du marché et pas le prix d'achat. Et si vous gagnez dans ce projet-là, vous allez avoir un prix d'achat en dessous du prix du marché, ce qui vous permet d'économiser sur l'apport personnel. Voilà, ça c'est la formule. Si vous voulez gagner sur ce genre de projet, il faut avoir la laine longue. Ça prend 1 an, ça prend 2 ans, il faut demander la Teudat Zakaout, il faut participer aux loteries. Moi, je connais beaucoup de jeunes couples qui font ça. Ils ont été refusés sur telle loterie, ils attendent un nouveau projet, ils reposent leur candidature. Donc, ça prend du temps, mais effectivement, ça permet d'acheter avec moins d'apport personnel. Il faut savoir aussi que les appartements que vous achetez dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas les revendre pendant 5 ans. Pour ne pas avoir bénéficié de la réduction et puis après vendre ça au prix du marché plus cher. Vous êtes obligé de les garder 5 ans. Oui, mais est-ce qu'on peut les mettre en location? Aucun problème. Aucun problème, mais je vais vous dire aussi que comme dans ces zones-là, qui sont des zones de développement, il y a énormément de projets la Mishtaken, il y a beaucoup d'appartements en location parce que tout le monde a fait le même calcul. Personne n'a envie d'aller vivre ni à Maalot, ni à Nahariya, ni à Kiryat Shmona. Il y a plein de projets, les gens les achètent, ils essaient de les louer, donc du coup, les rendements locatifs sont un peu moins attrayants. Mais c'est possible, c'est possible. De toutes les façons, ça reste une excellente affaire. Dans des villes comme sur Ashdod, il n'y a pas de… Je ne sais pas. Moi, je n'en ai pas entendu. Non, actuellement, il n'y en a pas, mais il y en a à Ashkelon, par contre. Il y en a pas mal à Ashkelon. Ok. Et à Ashdod, non. Il n'y en a pas actuellement. D'accord. Mais bon, il y a tout le temps de nouveaux projets. Il faut suivre, en fait, sur le ministère du Logement, où sont les nouveaux projets du Mechir Lamishtaken. Ok. Il y a quelqu'un qui demande où c'est qu'on peut avoir la Teudat Zakaout. Alors, la Teudat Zakaout, pour le Mechir Lamishtaken ou pour le prêt? Pour le crédit, c'est deux choses différentes. Alors, je pense que pour ce qu'on vient de dire, je pense, je ne sais pas qui. Je pense aussi, mais je vais donner la réponse aux deux. Si vous voulez avoir une Teudat Zakaout pour le Mechir Lamishtaken, vous pouvez le faire en ligne. Vous marquez Mechir Lamishtaken et vous allez avoir tout de suite un lien sur lequel vous allez pouvoir déposer toutes vos données, nom, date de naissance, date de mariage, et vous allez la recevoir par mail en quelques heures même. Si vous voulez avoir le prêt de la Zakaout, pour avoir l'argent sur l'appartement, ça doit se faire par le biais d'une banque. Il faut signer personnellement, physiquement une demande à la banque. La Teudat Zakaout arrive à la banque et alors après, la banque peut demander les fonds en votre nom. Okay. Ça n'a rien à voir avec le ministère d'Achikoun, du coup? Oui, c'est le ministère du Logement. Oui, bien sûr. Ça passe par le biais du ministère du Logement, bien sûr. Laisse tomber alors. Laisse tomber, je me demande. Excusez-moi, c'est quoi le site pour avoir la Teudat Zakaout? En vérité, je ne me rappelle pas comme ça par cœur. Vous écrivez Mechir Lamishtaken sur Internet et… C'est des mots-clés. Et une fois qu'on a la Teudat Zakaout, qu'est-ce qu'il faut… C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous êtes éligible, vous pouvez proposer votre candidature à des projets la Mishtaken. Vous allez avoir un numéro et vous allez rentrer votre numéro. Vous allez pouvoir déposer votre candidature pour participer à une loterie, à une deuxième loterie, à une troisième loterie. Vous ne pouvez pas en fait proposer votre candidature à plusieurs loteries en parallèle. Ok. Vous devez attendre la réponse d'un projet avant de pouvoir candidater sur un deuxième projet. Ok, merci. Avec plaisir. Bon, on a fait le tour cette fois-ci. Je pense. Je pense. Et on va clôturer comme ça. Merci beaucoup, Judith. Comme d'habitude, super clair, super intéressant. Voilà, on ne se lasse pas. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y a eu plein de messages de remerciements. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Bonsoir. Bonsoir, on va laisser les intéressés papoter. Nous, on vous dit bonne soirée à tout le monde et à la prochaine rencontre. Merci Judith. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais déjà arrêter l'enregistrement. Ouais.